in the madness. The people is giving the damage. L'avènement de l'échographie en ALR a permis d'améliorer l'efficacité des blocs périnerveux, de réduire le délai d'installation ainsi que les doses d'anesthésie locale. La conséquence directe attendue était la diminution des complications, qu'il s'agisse des lésions neurologiques directes ou bien des complications en lien avec la toxicité systémique des anesthésiques locaux. Le risque d'intoxication aux anesthésiques locaux, ou LAST syndrome, existe toujours et il est primordial pour tout anesthésiste réanimateur de savoir, premièrement, l'identifier, deuxièmement, le prendre en charge et enfin, en prévenir la survenue. Pour cela, il est indispensable de revenir tout d'abord sur les caractéristiques des anesthésiques locaux. Les anesthésiques locaux sont des bases faibles, de poids moléculaire compris entre 220 et 288 Dalton. Il en existe deux familles, les aminoesters et les aminoamides. Nous n'utilisons en pratique clinique que des aminoamides comme la lidocaïne, la ropivacaïne, la mépivacaïne ou encore la bupivacaïne. Leur structure comporte un noyau aromatique, hydrophobe, une chaîne intermédiaire et un résidu hydrophile. Le groupement amine tertiaire, situé entre la chaîne intermédiaire et le résidu hydrophile, procure aux anesthésiques locaux un meilleur équilibre entre leurs formes ionisées et non ionisées. Les anesthésiques locaux étant des bases faibles, on les retrouve, au pH plasmatique de 7,40, principalement sous leur forme ionisée. Cette prédominance de la forme ionisée permet une très large diffusion à travers les structures hydriques. Ils sont également très solubles dans les solvants organiques, ce qui explique leur diffusion rapide au travers des membranes biologiques. Comme toutes les bases, la liaison des anesthésiques locaux de type amide à l'alpha-1 glycoprotéine acide ou orosomucoïde est très importante. La concentration plasmatique en alpha-1 glycoprotéine acide est faible, environ 50 à 80 fois moins importante que la concentration en albumine. Mais l'affinité des anesthésiques locaux pour celle-ci est bien supérieure. En conséquence, la capacité de fixation de cette glycoprotéine est rapidement saturée, ce qui n'est pas le cas avec l'albumine. On comprend bien alors que lorsque la concentration en alpha-glycoprotéine acide varie, la fraction libre en anesthésiques locaux se voit modifiée et le risque de toxicité également. En effet, le risque de toxicité systémique des anesthésiques locaux est directement lié à la concentration libre du produit au sein de la circulation. Lorsque la concentration augmente, typiquement lors d'un syndrome inflammatoire, la fraction libre diminue et le risque également. Lorsque la concentration diminue, la fraction libre augmente et le risque également. C'est le cas lors de la grossesse ou dans l'insuffisance hépatocellulaire par diminution de la synthèse de cette glycoprotéine. Certaines situations peuvent également faire varier l'affinité des anesthésiques locaux pour cette glycoprotéine. C'est le cas notamment de l'acidose. En cas d'acidose, l'affinité de l'anesthésique locale pour l'alpha-1 glycoprotéine acide diminue, augmentant ainsi sa fraction libre. Comme vu précédemment, le risque de toxicité augmente donc. La liaison à l'albumine des anesthésiques locaux est négligeable pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'affinité des anesthésiques locaux pour l'albumine est tellement faible que sa capacité de fixation n'est jamais saturée. Les variations d'albuminémie auront donc ici peu d'impact. L'incidence du LAST est en constante diminution avec une incidence probablement inférieure à 1 cas pour 1000 blocs actuellement. Le diagnostic de cette complication est purement clinique. La toxicité systémique des anesthésiques locaux se manifeste le plus souvent par des symptômes neurologiques, puis cardiologiques, bien que cette chronologie ne soit pas toujours respectée. Les effets des anesthésiques locaux sur le système nerveux central sont biphasiques. Ils se traduisent d'abord par une phase de stimulation avec des signes subjectifs prémonitoires, puis par une phase de dépression avec des signes objectifs de toxicité. Les premiers signes sont donc le plus souvent d'abord décrits par le patient lui-même, d'où l'intérêt de réaliser les blocs chez un patient éveillé. La symptomatologie est très variée. Le patient peut signaler des paresthésies péribuccales ou encore des extrémités, une sensation de goût métallique dans la bouche, des vertiges, des troubles visuels ou encore un trouble de la parole. Les signes objectifs sont la perte de conscience, les convulsions, voire le coma et la dépression respiratoire. La dépression respiratoire, par le biais de l'acidose hypercapnique induite, entraîne une majoration de la toxicité. La cardiotoxicité se manifeste quant à elle principalement par un ralentissement de la conduction intraventriculaire et de la création de zones de réentrée par dispersion majeure des vitesses de conduction intraventriculaire. Ceci est la conséquence du blocage du canal sodique cardiaque. Sur l'électrocardiogramme, on observe classiquement un élargissement des QRS, voire du QT. Puis on peut observer une tachycardie ventriculaire, des torsades de pointe, suivies de fibrillation ventriculaire, voire d'asystolie. Les anomalies de la contractile ne surviennent que pour des concentrations 5 à 10 fois supérieures à celles qui entraînent les troubles de la conduction. Le traitement de cette complication repose sur deux axes. Un traitement symptomatique des complications et un traitement à visée thérapeutique. La première étape consiste à interrompre toute injection d'anesthésique locale. On s'assurera ensuite d'une oxygénation correcte du patient à l'aide d'un masque facial, voire par une intubation neurotrachéale si l'état clinique du patient le nécessite.
On pense notamment à l'état de mal convulsif, voire à l'arrêt cardio-respiratoire. Comme vu précédemment, la prévention de l'acidose respiratoire est capitale dans le contexte. La crise convulsive pourra faire l'objet d'un traitement spécifique par une benzodiazépine. La réanimation cardio-pulmonaire doit être débutée sans délai en cas de survenue d'un arrêt cardio-respiratoire. La prise en charge de l'ACR, que vous connaissez bien, présente cependant quelques spécificités dans le contexte. Tout d'abord, la réanimation doit être prolongée car elle permet une récupération ad integrum dans de nombreux cas. N'hésitez pas à prévoir rapidement la nécessité d'une assistance cardio-circulatoire par ECLS. Ensuite, l'injection d'adrénaline doit être titrée. 0,05 mg à 0,1 mg par injection pour éviter toute majoration des troubles du rythme ventriculaire. En l'absence d'arrêt cardio-respiratoire, l'injection d'une émulsion lipidique doit être réalisée le plus précocement possible. On privilégiera une solution d'intralipide à 20%. Un bolus initial de 100 ml sur 2 à 3 minutes permet le plus souvent de corriger les symptômes. Ce bolus sera suivi d'une perfusion de 250 ml sur 15 à 20 minutes. En cas de besoin, ce bolus initial peut être répété 2 fois toutes les 5 minutes pour une amélioration rapide de la symptomatologie. La posologie sera adaptée au poids en cas de poids inférieur à 70 kg. 1,5 ml/kg pour le bolus initial et 0,25 ml/kg pour la perfusion continue. La dose totale ne devra jamais dépasser 12 ml/kg, soit 800 ml pour un poids de 70 kg. L'émulsion lipidique a un intérêt particulier ici car elle va permettre de capter une fraction de la forme libre de l'anesthésie locale par un effet de piégeage. Les anesthésistes locaux étant lipophiles. Ils vont être ensuite transportés afin d'être éliminés. La voie d'élimination passe par le foie et le rein. L'incidence des complications a largement diminué avec le développement de l'échographie. La visualisation des structures vasculaires, mais aussi la visualisation précise de l'injection de l'anesthésie locale permet d'améliorer la sécurité du geste réalisé. Le risque de toxicité peut être lié soit à l'injection intravasculaire directe de l'anesthésie locale, soit à une résorption trop importante. La toxicité étant directement dépendante de la concentration plasmatique, principalement de la concentration libre, comme on a pu le voir, on comprend bien que la diminution des doses d'anesthésie locale injectées s'accompagne d'une diminution du risque. L'échographie, par une meilleure efficacité, a permis de diminuer les volumes, mais aussi de diminuer les concentrations minimales efficaces grâce à des injections toujours plus précises. Pour rappel, les doses maximales recommandées pour chaque anesthésique locale s'affichent ici. Il est indispensable de ne pas les dépasser pour éviter le risque de complications systémiques. L'utilisation de solutions adrénalinées permet d'augmenter légèrement ces seuils en diminuant la vitesse de résorption. Il est sans doute préférable d'éviter l'utilisation de mélanges anesthésiques locaux. La toxicité des produits étant additive, le risque de complications est donc plus important. La résorption des anesthésiques locaux varie d'un site à l'autre. Elle est maximale au niveau du scalp ainsi qu'au niveau cervical, diminue légèrement au niveau intercostal et aux membres supérieurs pour être minimale au niveau des membres inférieurs. On comprend alors que l'incidence de cette complication soit plus importante lors de la réalisation d'un bloc cervical que lors de la réalisation d'un bloc sciatique au niveau poplité. Un environnement adapté permet également de s'affranchir des complications graves. Un patient monitoré, du matériel d'urgence à disposition, une solution d'intralipide disponible. Il n'en est pas de même lorsque le patient n'est pas dans une structure adaptée. L'administration continue des anesthésies locaux, dans les services de soins par exemple, outre qu'elle met à l'abri des pics de concentration, prévient aussi l'injection par mégarde dans une voie veineuse périphérique. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur le sujet. À très bientôt sur la chaîne.